je vais vous parler de comment créer un produit d'IA en santé, des data au produit. Donc, je vais essayer de donner une overview un peu de tous les aspects qui vont potentiellement vous concerner quand vous créez une startup d'IA en santé. Donc, je vais présenter rapidement moi-même, parce que donc, mon collègue ne va pas venir, il est malade. Je vais vous parler des data, des algorithmes, comment on passe d'un algorithme à un vrai produit, et une petite ouverture sur les aspects de l'IA. Donc pour ma part, je suis data manager à Therapixel. Donc, je ne sais pas si vous connaissez, Therapixel en fait donc, du dépistage de cancer du sein en mammographie par intelligence artificielle. On est une boîte assez reconnue dans le milieu pour avoir gagné donc, le Digital Mammography Challenge, qui est la plus grosse compétition mondiale qu'il y a en santé à ce jour. Et moi j'ai pris le bateau il y a maintenant 3 ans et demi où à la base c'était pas du tout ce produit-là. On était donc, sur un produit d'imagerie. Et j'ai eu un petit peu tous les aspects de développement que j'ai essayé de vous transmettre ici sous la forme de conseils feedback que j'ai pu retrouver. Donc tout d'abord, je vais commencer par la source, la donnée. Donc la donnée, c'est bien sûr l'essence des algorithmes. Donc il y en a partout, plusieurs types, et elles sont pas forcément corrélées, surtout en France avec le système qu'on a. Donc comment on fait en vrai? Donc il y a les données diagnostiques. Donc l'imagerie pour nous, les ECG, tous les appareils de surveillance. Et après toutes les données cliniques, donc demain on va aller sur la médecine personnalisée, donc comment on va utiliser ces données en IA pour faire des chemins personnalisés de patients. Et aussi à l'accueil d'un hôpital, on va nous connaître automatiquement, on n'aura plus besoin de passer à l'accueil. Il y a les flux, donc les chariots, les lits, comment on optimise tout le matériel dans un hôpital. Et donc tout ce qui est poche chirurgicale, donc pour essayer de faire le plus d'ambulatoires possible et de ramener le patient chez lui. Donc typiquement ce qu'allait présenter Karl lui, donc le Rodon connecté, c'est typiquement un objet qui va faire de l'IA demain pour suivre les chirurgies. Donc où est-ce qu'on la trouve? Ça c'est une vraie question qu'on a tous. Plusieurs sources. Bien sûr, tout le monde pense d'abord aux producteurs. Donc les hôpitaux, les cliniques, les médecins, les cabinets de ville, les assurances, ce genre de choses. On a les datasets publics, donc on peut trouver par des consortiums de recherche. Et on a les projets nationaux. Donc en France, on en a deux gros en ce moment qui font pas mal parler d'eux, c'est le F-Data Hub et le DREAM. Pour dire deux mots, le F-Data Hub, c'est une initiative du gouvernement suite au programme d'investissement IA qui a choisi de prendre le dirigeant Emmanuel Macron, et donc de récupérer des données pour ensuite les mettre à disposition de startups avec des projets qui ont un comité d'éthique et qui du coup vont comparer les projets et dire ok, ce projet est intéressant pour la santé en France, donc on donne un accès à des données avec certaines conditions. Et DREAM, c'est un consortium de radiologues qui veut faire une énorme base de données française de radiologie pour ensuite les mettre à disposition. Donc les opportunités, bien sûr les producteurs ils ont beaucoup de données, c'est eux qui la créent, donc c'est là où on va pouvoir en trouver beaucoup, et elles sont de bonne qualité. Par contre on va avoir des contraintes au niveau régulatoire, donc il faut faire très attention à tous les aspects protection patient, et aussi au niveau contractuel. Donc, comment est-ce qu'eux vont valoriser ces données-là? Les datasets publics, donc c'est un peu plus facile à avoir, parce que du coup ils ont déjà répondu à ces questions, donc comment les avoir? Comment est-ce qu'on a le droit de les avoir, mais par contre, elles sont largement utilisées, donc du coup, comment est-ce que vous allez vous différencier demain par rapport à vos compétiteurs? C'est pas forcément évident avec ce genre de données. Et les projets nationaux, ceux-là, ils ont un fort potentiel, mais en fait, ils sont aujourd'hui pas prêts, parce qu'ils n'ont pas encore les données, et elles sont encore pas du tout accessibles facilement, mais par contre, ils feront le travail pour vous au niveau régulatoire et contractuel, un petit peu comme les datasets publics, sauf que voilà, ce sera des données de bonne qualité. Donc le premier feedback que je vais vous donner à ce sujet-là, c'est déjà le but, c'est de mixer un peu les sources. Donc par exemple, nous à Therapixel, on va utiliser des consortiums, mais on va taper aussi à la porte des hôpitaux pour récupérer les données. Et aussi dans les fournisseurs, donc notamment hôpitaux, cabinets, aussi mixer ce genre de partenaires, parce que les hôpitaux peuvent être plus longs, mais ils auront plus de données intéressantes, mais ils vont avoir des longs processus de contractuels pour accéder à la donnée. Donc il va peut-être prendre un petit qui travaillera vite, qui aura moins de données de moins bonne qualité, mais au moins on aura vite des données, on pourra commencer déjà à entraîner quelques algorithmes. Et ensuite, attention, les négociations peuvent prendre beaucoup de temps. Encore une fois, avec les hôpitaux, ça peut prendre plus d'un an, voire deux des fois. Donc ça peut être très bloquant à ce niveau-là. Au niveau management, comment faire en vrai?
Donc si on est, là je prends plutôt l'exemple qu'on va dans un hôpital ou un centre privé, donc ils ont leurs données sur les serveurs, il va falloir les récupérer, donc il faut déjà se plugger au système. Est-ce que c'est nous qui devons le faire? Est-ce que c'est l'hôpital qui va le faire? Est-ce qu'on le fait en prospectif? En rétrospectif, c'est la première question à vous poser. Et ensuite, une fois qu'on les récupère, il va falloir les labelliser. Alors, encore une fois, comment on fait? On va devoir lier des données. Est-ce qu'elles sont déjà labellisées ou est-ce que nous, par exemple, on prend une image, il va falloir la labelliser avec le conforme radiologique et avec la biopsie qui est finalement le grand truc, parce que c'est là où on va savoir s'il y a un cancer ou pas. Donc il va falloir lier ces données avec du coup des identifiants patients, mais qui ne sont pas forcément bien faits en France, parce que c'est pas très structuré, donc il va falloir aller essayer de récupérer les informations patients qu'on a en commun. Qu'ensuite on va aller anonymiser. Donc là, voilà, il y a des bonnes pratiques, comment anonymiser tel ou tel type de données. Et ensuite, on va donc les nettoyer, parce que forcément, il y a des données qui ne sont pas exploitables. Donc on les enlève de l'équation. Et après, il faut annoter ces données. Alors en imagerie, c'est quelque chose qu'on comprend bien. Il faut aller faire des boîtes dans l'image pour dire la lésion elle est ici. En vrai, c'est pas exactement ça. En vrai, il y a un peu de partout où il faut faire des actions. Donc on va, pendant le labelling, on va nettoyer un peu de données. Pendant la récupération, on va essayer de labelliser les données pour gagner un petit peu de temps après. Pendant qu'on annote, on va aussi dire « Ah, mais cette image est complètement inexploitable, donc je vais l'enlever. » Donc voilà, le but, c'est on essaye d'optimiser les processus pour arriver finalement à une donnée exploitable assez rapidement. Grosso modo, attention, la récupération, c'est une petite chose, finalement, le plus loin est là. Parce que pour avoir une bande de données de bonne qualité, il faut la nettoyer et il faut la noter. Donc c'est vraiment, finalement, on aurait l'impression que tout le travail est là, et en fait, il est assez vite dans la deuxième partie. Donc mon feedback, il faut voir, voilà, faites la balance, nom de qualité, essayez de mixer les sources aussi. Un deuxième feedback, versionnez vos données. Vous connaissez Git, faites-le absolument parce que vous allez faire des changements, vous allez nettoyer vos données, vous allez les annoter. Il faut que vous puissiez garder la traçabilité de tout ce qui a été fait. Parce que si un jour vous avez un algorithme qui a du coup une performance moins bonne, il faut pouvoir revenir parce que peut-être que ça vient de la donnée. Et ensuite, donc comparer le temps entre automatiser et faire à la main. Des fois, finalement, on a plus vite fait d'aller chercher dans un compte rendu et annoter à la main du coup la donnée que finalement faire des recherches visuelles qui ne marchent pas très bien. Donc voilà, il y a vraiment une comparaison à faire. Et être très rigoureux, parce que la donnée, si elle est mal labellisée, si elle n'est pas propre, et ben, en fait, vous n'aurez pas les données. Maintenant, je vais parler un peu plus du cœur de l'algorithme. Une petite overview rapide. Donc là, c'est plutôt mon collègue, donc ça va un petit peu indulgence si je dis des bêtises. Donc l'IA, c'est une technique qui permet, c'est un mot pour essayer de résoudre des tâches humaines. Donc l'IA, historiquement, ça a été apprendre à une machine toutes les possibilités dans un jeu d'échecs, et après, avec un arbre de décision, ben voilà, du coup, faire à une machine jouer aux échecs. Le machine learning, c'est une sous-catégorie de l'IA, et en fait, on a appris aux algorithmes à résoudre des tasks en leur donnant des patterns. Donc on va entraîner un petit peu sur certaines données pour qu'ensuite elles apprennent du coup quelle est la bonne solution. Et le deep learning, donc, qui est une sous-catégorie de machine learning, donc souvent associé au réseau de neurones tout le temps, c'est un algorithme qui va du coup auto-apprendre même au niveau donc, de tout l'aspect caractérisation de la donnée. Alors que le machine learning va falloir lui dire quoi faire. Je vais rentrer un peu plus dans les détails à ce niveau-là. Donc un exemple de machine learning, donc, je vais parler de la rétinopathie diabétique. Donc c'est pour les patients qui sont atteints de diabète, ils peuvent avoir des hémorragies internes aux yeux, et du coup les vaisseaux qui explosent font qu'ils peuvent devenir aveugles. Donc en fait, ils sont dépistés régulièrement pour ne pas pour empêcher de devenir aveugles. Donc en machine learning, comment on aurait traité ce problème? On récupère l'image, on la traite, donc on fait un pré-traitement, donc on l'adapte à la taille que l'on veut. Ensuite, on va augmenter le contraste pour essayer d'avoir des features qui nous intéressent. Donc, là, en l'occurrence, c'est essayer de trouver les vaisseaux. Donc, il faut un raisonnement du problème en mathématiques. Et ensuite, on va extraire ces features. Donc, du coup, il faut dire, bon, bah voilà, là, on voit les vaisseaux, c'est évident, mais comment on les donne à la machine? Donc, on va les extraire
Donc on va essayer de trouver des courbures. Donc il y a des local descriptors, donc ça va être des petits patchs dans l'image. Après les global descriptors, ça va être les features de l'image à part entière, donc la texture de l'image, des choses. Et donc on va représenter cette image sous un vecteur de features. Et après, donc ce vecteur, on le donne à un arbre de décision, en gros, et il y en a plusieurs types. Et du coup, avec les données de cet arbre de décision, on va pouvoir sortir la prédiction qui a été faite par l'algorithme. Donc, est-ce qu'il y a une rétinopathie diabétique ou pas? La différence avec le deep learning, c'est que finalement, tout est intégré au réseau de convolution. Donc, il n'y a pas besoin d'extraire de features. C'est le réseau de neurones qui va automatiquement apprendre les features directement à partir des images. Donc, en fait, on fait des couches de neurones, qu'on appelle. Donc, on va transformer l'image à l'intérieur du réseau avec des poids. Et ensuite, on va réduire cet espace de dimension pour finalement arriver à la sortie qu'on veut. Finalement, c'est 5 classes pour caractériser du coup, notre image d'entrée. Et ce qui est important, c'est qu'en fait, on envoie l'image et on voit la prédiction. Et par rapport à notre grand trou, on va faire une fonction de propagation inverse pour réadapter l'ensemble des poids des différentes couches. Et du coup, c'est là où le réseau va apprendre lui-même à détecter les différentes features des algorithmes. En gros, la différence, elle se fait sur l'approche. Donc, pour le deep learning, on donne une image, on a une prédiction, et tout l'espace d'apprentissage qui va être concaténé à l'intérieur, alors que pour le machine learning, on va devoir avoir la connaissance mathématique pour transformer le problème en différents vecteurs de features. Et donc, on n'a plus besoin de faire du design à la main. Donc, c'est-à-dire, voilà, le vaisseau, il va avoir telle forme. Donc, c'est ça qui va nous faire apprendre à la machine mieux qu'un autre algorithme. Là, la machine va le faire automatiquement. Le problème de deep learning, on va dire, ça résout tout. Mais en vrai, le problème, on a besoin de beaucoup de données. Il faut un hardware très spécifique, donc le GPU ça coûte cher et c'est pas forcément facile à avoir quand on commence. Et ça prend beaucoup de temps à entraîner et du coup on peut utiliser ces ressources pour entraîner l'algorithme et du coup après on peut plus forcément travailler. Qu'est-ce que c'est un data scientist tous les jours? C'est un peu tout ça. Donc comprendre la donnée, c'est très important. Il faut quand même arriver à retransmettre à l'algorithme ce que la donnée veut dire. C'est du code, c'est du test, c'est du refactoring et c'est du reading. Et là, en fait, il n'y a pas d'ordre. C'est un peu tout en même temps. Donc, on va lire un papier pour refactorer, on va lire un papier, ou après, on va pour nous dire, voilà, il faut implémenter telle technique pour tel problème, ça sera plus simple. Donc, il faut vraiment tourner autour de tout ça, c'est vraiment de la recherche. Il faut être chercheur pour faire ça, et c'est très spécifique. Et du coup, c'est à peu près 20% du temps sur chaque aspect. Donc le feedback, c'est trouver le bon compromis coût, donc notamment hardware avec les GPU, le temps de développement et les connaissances. Parce que des fois, en fait, sur certains problèmes, le machine learning ou un arbre de décision, finalement, peut très bien résoudre le problème. Et on n'a pas besoin d'aller jusqu'au deep learning. C'est un mot qu'on entend souvent, ça résout tout, mais attention, c'est pas forcément vrai. Prenez du temps pour comprendre les données, c'est très important. Nos ingénieurs, ils passent vraiment 20% du temps, c'est pas un faux chiffre, mais vraiment ils rentrent dans la donnée, donc ils vont voir des mammographies, ils vont annoter des mammographies eux-mêmes pour essayer de comprendre où est le problème. On va parler avec des radiologues pour qu'ils nous disent, voilà, à tel endroit, il y a plus de possibilités de détecter une masse ou pas. Et du coup, ça, on peut retransmettre tout ça aux algorithmes. Le code aussi, il faut le versionner, c'est comme les data, il faut pouvoir revenir en arrière si jamais on a une régression sur nos algorithmes, qui lie avec test, tester tout le temps, dès que vous faites des améliorations, tester s'il n'y a pas une régression. Et sinon, si vous en avez une, il faut comprendre pourquoi. Et garder la version software engineering, parce que si vous faites de l'algo pour l'algo et qu'après vous avez des termes de complètement illisibles, en fait, le jour où vous allez devoir faire un produit, ça ne marchera pas. On en revient là. Dédier du temps au refactoring, parce que sinon, le jour où vous transformez l'algo en produit, ça ne marchera pas. Donc, comment on passe de l'algorithme au produit? Donc, tout le monde sait, c'est pas la même chose. Effectivement, un algorithme, demain, comment on le branche et on le met où?
D'abord, bien sûr, c'est l'utilisateur. Il faut se poser la question, comment on va l'utiliser? Donc, est-ce qu'on fait un software? Est-ce qu'on se plug sur quelque chose d'existant? On s'intègre dans le workflow du médecin ou du patient, là. C'est très, très important. Ensuite, comment on s'intègre technologiquement? Donc là, voilà, il faut aller parler avec la DSI, il faut leur dire, demain, si j'arrive avec ce produit, est-ce que c'est facile pour vous? Est-ce que vous allez dire OK? Est-ce que vous allez donner l'aval à votre direction? Et ensuite, comment je le vends? Comment je le lucratise? Et est-ce que je vais arriver à faire payer quelqu'un pour cet upgrade? Donc les feedbacks, rencontrez des gens, faites tester, soyez agile, ne développez pas quelque chose qui vous semble forcément bien avec un feedback, allez sur plusieurs centres, sur plusieurs types de personnes pour qu'on vraiment vous apporte de la connaissance. Bien sûr, il faut résoudre un problème. Il ne faut pas faire un algo pour faire un algo, il faut que demain, il y ait un vrai avantage. Médico-économique, posez-vous la question, est-ce que je sauve des vies? Est-ce que je fais gagner de l'argent à l'hôpital? Est-ce que je réduis le nombre d'examens? Très important. Et ça aussi, c'est un vrai conseil qu'on a eu pas forcément bien fait au début. Il faut être sûr que quelqu'un va payer. Et c'est pas forcément l'utilisateur. Et ça, c'est tout le problème avec les hôpitaux. C'est que finalement, qui est-ce qui paye? Eh ben, c'est les financiers. Et du coup, ils n'ont pas forcément la même vision que les radiologues ou que les médecins. Donc il faut vraiment aller voir cette personne-là et lui dire pourquoi tu paierais pour ce produit. Et sous quel budget? Parce que vous savez que les hôpitaux ont des enveloppes qui sont dédiées à certains secteurs et du coup, quel est le budget qui, moi, me sera associé demain pour qu'après, je puisse aussi demander ce bon budget. Et l'intégration, les algorithmes, bien sûr, ils ont intérêt à être intégrés. Le workflow, il est quand même assez bien défini dans les hôpitaux. Il y a beaucoup de choses à faire, mais c'est très difficile de faire changer les gens dans les utilisations qu'ils ont actuellement. Et tout ça, en fait, vous n'avez pas besoin d'un proto. Passez du temps à toutes ces étapes-là avant de vous concentrer sur un proto, parce que finalement, c'est ça qui va faire votre proto. Et c'est pas l'inverse. C'est pas je fais un proto, tout le monde va vous dire. Si vous dites, est-ce que si je fais ça, c'est bien? Tout le monde va dire oui. Tout le monde va dire oui, allez-y, c'est bien. Parce qu'en fait, ils prennent aucun risque. Ce qui est intéressant, c'est de dire qui va mettre des sous sur la table. Donc, là, il faut aller poser les questions avant de perdre du temps sur un prototype. Et à un moment, c'est vous qui prenez la décision. Qu'est-ce que je vais développer? Et n'ayez pas peur d'innover aussi. Alors, parce qu'on va vous dire plein de choses, mais il faut aussi un moment qu'on soit innovant. Donc, il faut aussi un moment proposer quelque chose qui a une différenciation avec la concurrence et ce qui existe. Un autre point important, c'est la validation de l'algorithme. Parce que c'est bien, encore une fois, de faire un algorithme, mais s'il n'a pas de preuve clinique demain sur le marché, personne l'achètera et personne ne lui fera confiance, donc personne ne l'utilisera. Donc, il faut que médicalement, il soit acceptable. Ça va aussi vous servir pour tout le processus de marquage. Et c'est aussi une différenciation avec la compétition. Si vous êtes meilleur, forcément, peut-être que vous aurez un pouvoir de négociation plus fort. Concentrez-vous sur les définitions. Qu'est-ce qu'un vrai positif? Qu'est-ce qu'un faux négatif? Qu'est-ce qu'un faux positif? C'est très important. Il faut que les médecins soient d'accord avec vous. Et quand demain vous allez vous adresser à une audience de médecins, ils vous comprennent, il faut parler leur langage. Et il faut les convaincre que voilà, votre algorithme il va résoudre un problème. Et avec les bonnes méthodes. Et si vous faites un protocole clinique, soyez prêts. N'y allez pas comme ça, ok, je vais réussir. Laissez-le au niveau interne, donc déjà que vos performances sont au moins aussi bonnes que ce que vous espérez. Et aussi, s'il faut impliquer des médecins, et ben, il faut être entraîné à tout ce processus de former les médecins et après, du coup, à les mettre dans des vraies conditions cliniques pour finalement arriver sur le vrai protocole. C'est un protocole. Une petite ouverture sur les aspects de régulatoire. Dans la logique, si vous utilisez des données de santé, il faut poser un protocole clinique au CRS, donc les comités d'expertise de recherche et d'évaluation clinique, qui vont étudier votre dossier, qui vont dire ok, ce dossier il est intéressant, donc, et puis il est bien fait, donc ok. Si vous utilisez de la donnée, l'INDS va ils vont transférer ce projet à l'INDS et l'INDS va transférer ce projet à la CNIL pour que la CNIL valide que l'utilisation que vous faites des données respecte les lois, les RGPD. Et normalement, là, la RGPD va dire vous devez avoir le consentement personnel des patients.
Donc nous, donc il y a un protocole, je ne sais plus si c'est un protocole, mais en tout cas, il y a le MRZO4, que vous avez entendu parler. C'est le droit de dérogation au consentement patient, sous certaines conditions. Nous, à TerraPixel, on l'a fait très tôt, on est dans les premiers à l'avoir fait. Et en fait, on a donc montré à la CNIL que notre projet était d'un intérêt santé publique majeur et qu'il était complètement impossible d'aller récupérer les données du consentement patient parce qu'on avait besoin de plusieurs millions. Et ils ont dit, ok, TerraPixel, votre projet, il a un intérêt de santé publique, donc vous avez le droit de récupérer les données sans avoir le consentement éclairé des patients en rétrospective. Par contre, vous avez des conditions, donc des données anonymisées, de les stocker sur HATS et de détruire les données à la fin du scolaire de recherche. Donc là, on s'est vraiment blindé. C'est quelque chose qu'on a fait par choix. Mais en vrai, la RGPD aujourd'hui, elle dit que si les données sont anonymisées, on n'a pas besoin de consentement patient. Alors là, il y a des débats, mais c'est pas clair, c'est un peu un flou juridique. Parce qu'en vrai, une donnée santé, elle n'est jamais anonyme. Elle est pseudonyme parce qu'on peut toujours remonter finalement au patient d'une manière ou d'une autre. Mais la RGPD dit s'il faut des efforts conséquents pour revenir à la donnée du patient, alors ok, elle est anonyme. Mais du coup, qu'est-ce qu'un effort conséquent? Là, on n'est pas complètement sûr de le prouver. Donc nous, on s'est blindé, d'autres ne le font pas. Vous êtes une start-up, personne ne va aller vous embêter au début. Donc, juste sachez-le, vous pouvez commencer sur des données anonymes, mais demain, peut-être qu'il sera intéressant de se pencher sur des manières un peu plus droites de faire les choses. Donc le feedback, c'est quand même prenez ça en considération au jour zéro, c'est parce que c'est important et en plus ça vous aidera dans les négociations. Les hôpitaux, ils vont vous demander ça. Les personnes, les juridiques dans les hôpitaux, ils font que ça. C'est la RGPD, la RGPD, la RGPD, les DPO, etc. Ils ont des commissions de DPO, ça prend des plombs et du coup, ils veulent voilà, que vous soyez blindés, que vous ayez le droit de faire ce que vous faites. Et entourez-vous de personnes qui ont des réponses à ces questions. Alors discuter, mais aussi il y a des juristes qui ont pris ce sujet et qui du coup conseillent très bien sur ce genre d'aspect. Et tout ça, donc après, il va falloir le marquer. À quoi ça sert le marquage CE et LDN pour les US? C'est pour limiter le nombre de bugs, manager les risques associés, et après, manager les installations clients. Si on a une installation client avec un bug, du coup, ça remonte cette chaîne. Pour finalement, après, améliorer cette prise en charge. Donc, voilà un petit peu les différents aspects de la régulation. Donc, il y a un client et les aspects régulateurs, donc il faut quand même comprendre que les aspects régulateurs, c'est pas que pour nous embêter, c'est aussi pour finalement améliorer l'expérience utilisateur. Donc il y a tout ce qui est management, donc comment est-ce qu'en interne on gère nos ressources managériales, donc c'est beaucoup de documents de qualité, le management des risques associés donc au bug, tout ce qui est customer process, donc tout ce qui est voilà, comment est-ce qu'on va installer un produit, comment est-ce qu'on va récupérer les feedbacks, s'il y a un bug, comment est-ce qu'on arrête la production du produit sur site, et après comment est-ce qu'on résout ces bugs. Et ensuite, donc, vous êtes dans la satisfaction de vos clients, mais aussi vous êtes marqué, donc du coup, vous pouvez lire. Attention, voilà, c'est 1500 pages de rien à dire sur ce slide, donc c'est long, c'est compliqué, ça demande du temps. Donc je leur dis en feedback, prenez ça depuis le jour zéro, n'improvisez pas et entourez-vous de professionnels de ces sujets-là, parce que c'est vraiment, ça s'improvise pas. Il faut des gens experts dans ce domaine-là, donc il y a des consultants qui sont là pour ça. Et ensuite, il faut vendre. Donc comment est-ce qu'on vend un produit militaire? Donc vous arrivez avec donc une target, donc un clinical champion en général, après ça dépend un peu des produits, mais c'est comme ça qu'on marche. Vous lui faites découvrir le produit, et là il y a deux questions qui vont se poser. Est-ce que j'en ai besoin? Est-ce que mon DSI va me dire non, c'est absolument pas possible? Et là il faut convaincre les deux. Donc les deux, c'est pas une personne, c'est tout le service, et là c'est tout le service. Ensuite, si eux disent OK, ça va être la question, qui paye. Donc là, il faut lui donner un devis, et il faut avoir un pricing, et après, il va être revu, et les gens vont essayer de discuter entre eux, OK, le budget, on peut l'avoir ou pas. Et ensuite, il y a la décision économique. Ça prend beaucoup de temps, beaucoup de temps. Surtout avec les hôpitaux, c'est des process qui durent au moins 1 an. Donc attention,
Ça peut être très 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 long. Ensuite, sachez encore une fois, j'ai déjà dit, mais qui va payer pour votre produit? Vraiment important, c'est donc si nous, initialement, on a un produit de radiologue, les radiologues adoraient notre produit, mais en interne, on nous disait, il sert à quoi votre produit? Vu qu'on n'avait pas d'études cliniques pour montrer vraiment à quoi servait le produit, on nous a dit, écoutez, revenez avec une étude clinique, et si financièrement c'est intéressant pour moi, là, je l'achète. Et aussi, bien sûr, il faut absolument penser à mettre des coûts sur le support, parce que ça prend beaucoup de temps et ça coûte très cher. En conclusion, finalement, pour faire de l'IA, c'est pas de l'algo, c'est un peu de tout. C'est assez connu dans le monde des startups, c'est balance. Et voilà, il faut vraiment prendre tout en considération, l'aspect produit, l'aspect données, l'aspect algo, l'aspect marché, l'équipe et l'aspect régulatoire pour arriver à faire un produit successful. Merci.